Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce 39e épisode de Trail Business Club Sébastien Cornette, entraîneur, on va dire coach même aujourd'hui, entrepreneur, fondateur de l'école de trail, un modèle qui structure l'apprentissage et la pratique du trail à tous les niveaux de la discipline. On va y revenir. Bonjour Seb. Salut Fred, merci de me recevoir et je suis honoré d'être avec toi ce matin. On sait que tu as plusieurs années d'expérience sur le terrain, une vision claire sans doute de la discipline. Tu as réussi à transformer, c'est surtout ça l'essentiel, une passion personnelle en un projet entrepreneurial, ambitieux, humain et surtout fédérateur. On va explorer ensemble pendant environ 1 heure ces différentes facettes de ton parcours, les coulisses de l'école de trail, mais aussi le premier Trail Summit qui a eu lieu il y a quelques jours et aussi parler business, bien sûr, pédagogie, réglementation et avenir de la discipline en général. Mais avant de commencer, pour les gens qui connaissent de loin ou même peut-être de près Sébastien Cornette, peux-tu te présenter en quelques mots et toi surtout qui viens de fêter un anniversaire il n'y a pas longtemps, je crois. Exact, ouais, effectivement. Alors déjà, j'ai un petit doute sur le fait que ça va durer 1 heure parce que je pense qu'on a tellement de choses à se dire que je suis sûr que ça va dépasser. Non, bref, pour me présenter, Seb Cornette, sportif touche à tout et passionné du fonctionnement du corps humain, autodidacte et venant d'endroits où, pour t'en sortir, il fallait courir plus vite que les autres et être ambitieux donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi et quelque chose qui me porte pour faire un résumé vraiment très concis de qui je suis. C'est ça, un curieux, tu sais? Quand on était enfant, on disait: «La curiosité est un vilain défaut». Ben, moi, je trouve qu'au contraire, c'est une grande qualité et j'essaie de la développer et puis j'ai le goût des autres et je crois que j'aime, par le sport aujourd'hui, mais ma vocation sur dans cette vie, en tout cas, c'est peut-être d'aider les autres et le sport est une excuse pour ça. Pourquoi tu dis il fallait que tu cours plus vite que les autres pour t'en sortir? Explique. Parce que je viens des beaux quartiers. Je viens des beaux quartiers, de la banlieue parisienne et que je sais pas si ça ferait une référence à un sketch de Jamel Debbouze qui, il était dans le quartier, il voit un des gars courir, il dit: «Pourquoi tu cours?» «Mais parce que toi tu cours». Donc c'était un moyen, effectivement, il y a je veux pas dramatiser et puis, je c'est pas du tout le sujet, mais, quand tu vis dans des quartiers un peu difficiles, bah, il faut que tu cours pour t'en sortir et aussi tu cours parce que, peut-être le comment dire? Le milieu social dans lequel tu évolues voudrait que tu, reproduises et j'ai toujours couru pour éviter que ça se reproduise et je suis assez fier de mon parcours parce que, je suis sorti de ça et au contraire aujourd'hui, j'ai couru et j'ai bien fait et j'ai passé quelques steps et j'ai pas reproduit. Alors justement, le mot parcours, peux-tu nous raconter ce parcours depuis, cette banlieue où tu as couru? Tu as même, peut-être en quelque sorte fui, puisqu'aujourd'hui tu n'habites plus dans cette banlieue. Comment tu es arrivé au trail et en tant que métier plutôt qu'une simple passion? Bah, déjà entre le petit banlieusard qui je tu as c'est très juste, hein, tu fuis une condition et j'ai fui une condition, c'est certain, parce que c'était le seul moyen de justement s'en sortir. Hem Et le parcours du petit banlieusard est aussi un parcours un peu accidenté, vie personnelle, compliquée, mais aussi,
Du coup, scolarité compliquée, scolarité particulière, aussi particulière que mon parcours sportif, puisque j'étais orienté très tôt. Je devais rentrer en centre de formation à Bordeaux à l'époque, puis, on est assez vieux, toi et moi, pour être, à l'époque, on pouvait se faire orienter en 5e et ben, moi, j'étais orienté en 5e parce que j'étais un mauvais élève ou en tout cas, j'étais un élève qui était pas compris par le système. Et parce que je l'ai compris beaucoup plus tard que en fait, j'étais pas fait pour ce système-là. Bref et donc j'ai fait une filière professionnelle et puis à la fin de mon bac professionnel, alors que j'avais une proposition d'embauche dans une grosse société qui s'appelle PSA pour rentrer en tant que designer, parce que j'étais plutôt doué pour ce métier. Je me suis dit: «Moi, j'aime trop être dehors, j'aime trop bouger». À l'époque, je faisais du foot, j'étais en centre de formation à Martigues, enfin bref, j'ai un parcours sportif particulier. En même temps, je faisais de la boxe. Et en fait, je me suis dit: «Bon, en fait, je suis passionné par le sport». J'encadrais déjà les jeunes de ma cité dans le foot, j'encadrais les jeunes de ma cité en athlé. Donc j'ai à 12 ans, j'encadrais déjà l'école d'athlé et l'école de foot, tu vois? J'avais, le mercredi après-midi était chargé pour moi parce qu'entre mes entraînements et puis, le fait d'encadrer, et au foot et en athlé, c'était assez drôle d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit: «Je vais rentrer en STAPS» et on m'avait dit à l'époque, il y a 0,02% des étudiants en bac professionnel qui rentrent à l'université, donc c'est pas possible. Donc j'ai dit: «Go, j'y vais». J'ai fait ma première année de STAPS, à Poissy, parce que c'était la première année où il y avait pas de concours pour rentrer, au DUG STAPS, ça s'appelait DUG à l'époque. Et 1er cours de physiologie, c'était le cycle de Krebs et je suis tombé amoureux du cycle de Krebs. Donc tous ceux qui connaissent le cycle de Krebs doivent se dire: «C'est un malade mental», mais je suis tombé amoureux vraiment sincèrement de la biomécanique, de tout ça. Et de là, ben, ma passion, je suis un touche à tout. Vraiment, j'ai touché à peu près à tous les sports, plutôt à chaque fois avec un bon niveau. J'ai été en équipe de France de duathlon. J'ai fait une belle carrière et au moment où j'étais le plus haut dans ma carrière, j'ai quand même comme l'encadrement me plaisait et que j'encadrais bénévolement, dans mon club, en Ardèche là, mais que je voulais pas m'occuper des meilleurs, je voulais m'occuper de monsieur et madame tout le monde. J'ai mis en place des process, donc de là est née École de Trail. Et en fait, le trail, je le pratiquais moi, donc on parle de les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était, tout début. Moi, j'arrête ma carrière de haut niveau en 2009. Mon c'est ça, mon petit gars est né en 2009, ma première sélection en 2004. Donc c'est ça, j'ai fait, 5 ans à haut niveau et 2009, je commence à encadrer. Mon job marche très bien et dans les clubs d'athlé à l'époque, le trail, c'était pour les nuls et donc du coup, comme moi, je m'occupais des nuls et des grabataires et ben, c'est de là qu'est née École de Trail et mon parcours est parsemé de rencontres aussi et j'aime bien répéter une chose, c'est que le sport de haut niveau m'est tombé dessus. Dans le sens où j'ai des prédispositions, mais j'aime surtout beaucoup m'entraîner. J'ai changé beaucoup d'entraîneurs parce que j'aimais comprendre. Puis un jour, je suis tombé sur un très bon qui a changé beaucoup de choses, dans mon parcours professionnel et personnel. Quelqu'un que tu connais très bien, qui est notre ami qui veille sur nous, qui a été vraiment une grande aide pour moi, qui a eu un soutien. On va le citer, hein, c'est Pascal Badouchi. Et lui, il m'a fait comprendre que j'avais raison d'avoir une vision différente, des autres de l'entraînement. Et lui et moi, on s'est nourris en fait, et c'était ça qui était absolument génial, c'est que c'était une personne fabuleuse, humainement, mais aussi professionnellement, quelqu'un qui se remettait énormément en question. Et moi, comme je suis aussi comme ça, même si peut-être c'est pas l'image que je renvoie, mais il y a l'image et puis il y a ce que tu es vraiment. Et du coup, ça a été un accélérateur pour moi par rapport au trail. Et donc je pratiquais plutôt à un bon niveau, j'étais en team. D'ailleurs, notre première rencontre à toi et moi, c'était, lors d'une interview du team Innovate, où il y avait, Viguier, il y en avait une bonne petite équipe, c'était Sean Van Court. Tu étais venu à Ville-la-Grande nous interviewer. C'était notre première rencontre, donc tu vois? Je parle d'un truc où c'était Instinct et Innovate. Ouais, ça remonte un petit peu de temps. Donc voilà mon histoire pour l'accélérer. Et le trail, je suis tombé dedans, j'étais encore athlète de haut niveau que, j'ai fait les premiers. C'était pas les championnats de France, ça s'appelait pas comme ça s'appelait le festival dans le Vercors où je fais 3e. Et je prépare les championnats du monde de Powerman à l'époque et j'ai dit: «Mais c'est trop nul ce truc, moi je voulais 30 minutes au 10» et je me faisais battre par des gars qui valaient 5 minutes de plus que moi. Je disais: «Je déteste ça», mais mon coach de l'époque m'a dit: «Il faut que tu passes par là parce que les championnats du monde, les 30 derniers kilomètres du Powerman», donc c'était, pour expliquer, c'était 10 à pied, avec 500 mètres de dénivelé. On avait 160 kilomètres à vélo, donc sans être à l'abri. Et on finissait par 30 à pied avec 1500 mètres aussi de dénivelé. Donc il fallait que je passe par là. Et je fais troisième du festival, le premier festival dans le Vercors trail. Voilà mon histoire. Et ça, je pense que c'est 2005.
On se souvient bien sûr tous de Pascal Balducci, évidemment, qui a marqué, hein, le monde du trail, à la fois par ce tu l'as dit, sa gentillesse, sa connaissance, mais aussi tout ce qu'il a apporté, au monde du trail en tant que formation. Toi, tu as créé, on va y revenir après sur l'école de trail, mais avant de créer peut-être école de trail, tu as créé la méthode Seb Cornette. Est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on bascule sur cette création d'école de trail? Bah, justement, en fait, école de trail, c'est la méthode. Aujourd'hui, pour des raisons, comment dire, de propriété intellectuelle, on l'appelle, la méthode école de trail, méthode Seb Cornette ou méthode SC parce que je le dis en toute transparence, moi, que mon nom et que ma tête soit affiché, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît, mais mes associés et tous ceux qui m'aident à faire grandir la méthode, m'ont bien fait comprendre que j'étais l'image et qu'il fallait que mon nom apparaisse. Mais la méthode, elle est née comme je te l'ai dit. Moi, quand j'ai encadré en athlée là, j'avais une sainte horreur, c'est comme je voulais m'occuper de tout le monde, je voulais pas faire de groupe de niveau. Et quand tu fais pas de groupe de niveau dans un club d'athlètes, tu sais, c'est compliqué. Et on m'a dit: «C'est pas possible, ton truc, ça marchera jamais». Et de là, en fait, c'est pour ça s'appelle aujourd'hui méthode école de trail, mais ce qui a fait le succès, et c'est ça qu'il faut que les gens entendent, c'est mon groupe de marathoniens. Parce que bon, donc il y avait les meilleurs du club, et puis même moi, si j'étais meilleur que le meilleur du club, je m'occupais des nuls là, comme je l'ai dit. Mais moi, je voulais pas faire de groupe de niveau en fonction de niveau en VMA. Et ben, du coup, j'ai trouvé des outils qui sont aujourd'hui les piliers de la méthode école de trail, c'est-à-dire le renforcement musculaire, parce que je pars du postulat, et aujourd'hui, ça me fait sourire parce que ça devient l'alpha et l'oméga, mais quand, en 2009, je sors ça à la fédé et à la ligue, tout le monde me regarde avec des yeux en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie lui?» Et donc du coup, ça veut dire que le chemin à parcouru, et je ferai peut-être une digression avec le Trail Summit et mon intervention du dimanche avec, Adrien Siguré. Et donc du coup, j'ai mis en place les 3 piliers, donc le renforcement, le travail technique et le développement physiologique, parce que les 2 premiers aident au dernier. Et souvent dans l'entraînement, on ne voit l'entraînement que par le développement physiologique, le développement de la puissance aérobie, développement des seuils ventilatoires 1 et 2, alors qu'on oublie, fondamentalement, que nos contemporains sont pas assez forts. Et donc du coup, on va se réfugier derrière la course à pied, c'est dangereux, on n'est pas fait pour ça, il faut se protéger, mettre, voilà, plein d'artifices. Et moi, j'étais à l'encontre de tout ça. Et pourquoi j'étais à l'encontre de tout ça? Pas uniquement parce que j'ai envie de faire différemment, mais parce que comme le fonctionnement du corps humain m'intéresse, de par mon expérience et mon expertise, ben, j'avais pu constater ça. Et j'avoue, je l'ai fait dans un premier temps, de manière très empirique. Et puis très vite, on a eu des succès, mais tu sais, toi, tu fais ça dans ton petit club, tu fais ça différemment. Puis comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, parce que j'ai aussi un parcours en coaching qui est assez large, puisque j'ai été prof de Zumba, j'ai mes 600 heures de yoga, je suis formateur et prof de pilates, j'ai mon level 1 de CrossFit que j'ai passé en 2009. Je suis quelqu'un d'hyper curieux, donc voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ce qui pourrait faire que certains, pendant longtemps, m'ont considéré comme quelqu'un de moyen un peu partout, parce que bon, bah, je faisais la marche nordique, je faisais du trail, je faisais de la Zumba. T'es pas sérieux, ce que tu racontes là, c'est peut-être pas crédible. Et justement, la rencontre avec Pascal a été pour moi un grand révélateur, parce que quand quelqu'un d'aussi compétent que lui dit: «Bah, ce que tu racontes, c'est plutôt intéressant et c'est même très pertinent», puis qu'après, bah, ça t'ouvre des portes. Avec aujourd'hui, on collabore avec des gens comme Guillaume Millet qui considèrent que la méthode est intéressante. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de ramifications qui se font autour de ça. Mais au départ, c'était vraiment de l'empirisme. Et puis en 2016, je me rapproche de mon CTR, Philippe Collard, à qui je dois beaucoup aussi également, et qui m'a toujours suivi dans mes folies. Et je lui ai dit: «Écoute, je tiens un truc qui est quand même pas mal, est-ce qu'on pourrait pas proposer une formation auprès de mes collègues?» Donc moi, j'étais coach athlète santé, un super label, une super idée de la Fédération française d'athlétisme à l'époque. Mais malheureusement, quand elle a des bonnes idées, malheureusement, elle ne les tient pas. D'ailleurs, feu ce label. Et l'idée du label, c'était de mettre tout le monde à l'activité physique, quel que soit le moyen. Et puis, bah, faire remplir les clubs d'athlétisme par le fait qu'on puisse prendre en charge tout le monde, et que l'athlète ne soit pas réservé que côté élitiste de la chose. Et de là, bah, on a fait la formation. Et puis j'avais qu'une revendication auprès de Philippe, et qui m'a suivi, c'était de dire: «Moi, je veux absolument pas qu'elle soit ouverte uniquement aux licenciés FFA, je veux qu'elle soit ouverte à tout le monde». Parce que ma vision, c'était: «Viens, on forme tout le monde à la bonne méthode». En tout cas, c'est la prétention que j'ai par rapport à ça. Et au final, ça a eu un succès fou, tellement fou qu'on a même été en tension avec la fédé. La ligue a été en tension avec la fédé à cause de ces formations et d'autres sujets. Mais en tout cas, ça et de là, ça a bien vivoté. Mais le vrai déclencheur, si je peux peut-être, avancer sur la discussion, c'est 2020 et le confinement.
Parce qu'entre 2016 et 2020, j'avais formé avec Pascal. Pascal, donc on faisait équipe, hein. On était, Marty et le doc, tu vois? Le doc super sérieux et puis le le fou, c'était un peu moi. Et on faisait un super binôme et on avait formé à l'époque, je crois 300 coachs, en 4 ans. Et tu sais, je me mets sur mon Facebook là et puis je vois école de trail. Tous ceux que j'avais formés vanter les mérites d'école de trail, voir des gens qui étaient licenciés de ces clubs-là faire la promotion sans que moi j'ai rien demandé. Et là, je me suis dit: «Attends, là, on a un truc quand même top qui semble être génial». Tu sais, c'est un peu particulier de parler de moi là à 3e personne, mais j'avais pas conscience à ce point que ce que je qu'on avait créé là, c'était en train de grandir et de nous dépasser. Et donc du coup, j'ai envoyé un mail à tous ceux qui faisaient la promotion, de manière indirecte d'écoles de trail et je leur ai dit: «Bah, écoutez, voilà, je vous vois tous faire, la promotion d'écoles de trail. Venez, on se fait une réunion». Tu sais, on a fait les visio apéros comme on faisait à l'époque là et on s'est retrouvés à 100. Puis, à la fin de la réunion, on n'était plus que 20. Puis au final, on s'est retrouvés à 7 et de là est né, bah, OK, on va structurer un peu, tout ça pour que vraiment, pas pour en faire un business, je tiens à le souligner, mais parce que je crois aujourd'hui et puis le démontre, on a formé maintenant plus de 1000 coachs à la méthode, qu'on voit qu'elle grandit très, très fort, que c'est un bon moyen en tout cas de mettre mes contemporains à l'activité parce qu'en fait le trail n'est qu'une excuse pour mettre les gens à l'activité. C'est vraiment ma vocation. Oui, je suis passionné de trail, je suis passionné de tous les sports et qu'aujourd'hui le trail est tellement en train de prendre un essor que, ben, nous on était là, assez tôt et ben, autant garder aussi cet esprit qu'on veut véhiculer auprès du public, et des pratiquants. Alors, on va revenir là sur cet aspect, FFA et parce qu'il est important dans l'évolution de la discipline et dans ce que vous avez construit. Juste avant, une petite aparté. Un moment, je crois 2019-2020, vous êtes 2 en même temps à créer, École de trail avec, Guillaume Prax du côté de l'Aveyron. Finalement, lui, je crois a abandonné le projet. Je ne sais pas si vous êtes en bons termes aujourd'hui. Comment ça s'est soldé? Parce que tous les 2 vous utilisiez le naming École de trail. Ben, moi, si je peux être transparent, j'ai déposé, le nom et la méthode à l'INPI. Et malgré le fait qu'il ait vu qu'elle était déposée, il l'a quand même, utilisée. Donc j'avoue que ça a été un moment, délicat, parce qu'on a essayé, hein, de faire des tentatives de rapprochement, mais en toute, transparence, nous, on proposait une méthode et une formation. Eux ne proposaient qu'un naming. Il y avait rien derrière, en contenu, il y avait pas de formation et d'ailleurs, l'une des discussions, c'était, ben, peut-être qu'on peut peut-être au lieu de se battre parce que mes avocats m'ont dit: «Bon, on peut attaquer» et moi, je suis pas d'une nature, alors tant que ça se passe, correctement, mais je suis pas d'une nature à me dire: «Bon, bah, on est dans la même discipline, est-ce qu'on peut pas trouver, comment dire? Une discussion?» Et puis, j'ai été beaucoup plus conciliant que mes associés qui, eux, ne voulaient pas de cette conciliation. On a été, vers lui, on a eu des discussions, mais il s'avérait qu'on n'allait pas du tout dans la même direction. Mais je tiens à dire que nous, on proposait c'était une méthode. Bah, voilà, c'était une méthode d'entraînement et du coup, bon, ça s'est soldé que on chacun fait sa route et puis voilà. Du coup, c'est ce que je disais en préambule. C'est l'une des raisons pour lesquelles malgré le fait que la marque était bien déposée bien avant qu'eux, se créent, bah, il a fallu qu'on rajoute parce que école de trail étant, là, si on parle de droit intellectuel, trop vaste, c'est difficile de le protéger, ou en tout cas, ça nous aurait on aurait perdu de l'énergie et moi, je suis plutôt quelqu'un qui dit: «L'énergie est tellement précieuse que dépensons-la à créer, à nous grandir et puis, ben, il arrivera ce qu'il arrivera». Voilà, donc oui, il y a eu on va pas se mentir, à partir de là, il y a eu un peu de tension. On a eu des discussions, des fois, bienveillantes et il a fallu que je calme mes associés de ce point de vue-là, mais voilà. Alors justement, tu crées, école de trail. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était pour, combler un manque, de la FFA? Puisque tu l'as dit, vous avez eu des discussions, vous avez eu des tensions. Tu parlais tout à l'heure de CTR, j'imagine que c'était le conseiller technique, Oui, régional. c'est ça. C'est bien aussi de définir les acronymes. Mais à un Mmh mh. moment, est-ce que toi, tu as senti qu'il était nécessaire de venir combler, un manque de la FFA? Sachant que la FFA, elle, je crois derrière, a un petit peu rebondi puisqu'elle a créé des sections trail au sein de ces clubs en apportant aussi du contenu pédagogique. Mais est-ce que tu pensais que cette initiative privée était importante dans l'évolution de la discipline et dans l'encadrement des gens qui voulaient venir au trail? Alors, en fait, en toute sincérité, je me suis jamais posé je suis pas quelqu'un qui regarde
que font les autres pour réagir et dire: «Bah, je vais apporter, quelque chose». Je vais Il paraît que j'ai un côté artiste et donc du coup, quand j'ai créé Méthode École de Trail, je l'ai tout de suite proposé à ma ligue, donc à mon conseiller technique régional Philippe Collard et j'ai la chance aussi que le président de la ligue est quelqu'un que j'adore vraiment. Marcel Ferrari était quelqu'un de visionnaire qui lui aussi a eu des des problématiques avec la fédé d'ailleurs, mais quelqu'un d'ouvert qui est pas du tout obtus, contrairement, à des grands pontes de la fédération. Donc j'ai eu la chance, moi, d'être soutenu par ces gens-là qui ont vu chez moi quelqu'un qui voulait juste faire pour faire. Je me suis pas du tout dit: «Ah, il me manque, quelque chose». Au contraire, je dois même, être totalement transparent. Je faisais partie des leaders des coachs athlètes santé. J'ai créé et j'ai apporté, et j'ai donné même, des concepts que j'ai créés à la fédé sans, où j'ai rien retiré, financièrement. Et d'ailleurs, j'ai créé les formations de marche nordique qui me sont, passées sous le nez juste après. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses que moi j'ai créées. Je crée. On m'a eu une fois, on m'a pas 2 fois et donc du coup, quand, je me suis rapproché de la ligue, mon idée, c'était plutôt de dire: «Bah, regardez, ça fonctionne. Est-ce que très naïvement, est-ce que ça pourrait pas être, quelque chose qui pourrait être intégré à la fédé?» Et je sais que, en tout cas à l'époque, les on nous a pas vu d'un bon œil parce qu'avec, Pascal, on apportait de la science et de l'expertise terrain. Je ne vais pas juger l'équipe actuelle, mais en tout cas à l'époque, je vais être dur, mais tant pis, je l'assume totalement. Il y avait pas les compétences pour comprendre ce qu'on faisait, puisque moi, en tant que, leader des coachs athlètes santé, je me suis vu entendre que: «Seb, tais-toi, avec ta marche nordique et ta Zumba, tu connais rien, nous on fait ça depuis 30 ans». Donc si tu veux, moi, quand on m'a dit ça une fois, quand on m'a fermé la porte et que j'ai compris que j'apporterais rien à ça, j'ai pas essayé de combler. Je me suis dit: «Nous, on est là et ben, justement, on va se privatiser, on va créer une société autour de ça», parce que le concept, plaît aux gens. Il faut comprendre la démarche. Et d'abord, j'ai créé une méthode qui fonctionnait, j'ai formé des gens et puis quand on m'a dit: «Ah bah non, nous ça nous intéresse pas, c'est nul ton truc». OK, moi je vois que ça fonctionne, donc on va le créer de notre côté. Vous voyez, tu vois, c'est pas du tout: «Ah, il manque quelque chose». Non, au contraire, j'ai toujours été vers eux. Si je dois être transparent, tout ce qui est en lien avec la marche nordique aujourd'hui à la FFA, 90 des choses, c'est moi qui les ai créées. Mais mon nom n'apparaît nulle part. Donc si tu veux, si tu me fais ça une fois et que tu me dis: «Ah non, mais on peut pas, faire apparaître ton nom», bon ben, École de Trail, c'est mon bébé. Si vous voulez si vous me dites qu'il est nul, bah, OK, on va le faire de notre côté. Mais c'était pas du tout un sujet pour moi de dire: «Bah, il manque quelque chose». J'ai toujours essayé de la jouer collectif parce que c'est ma nature. Je pense qu'ensemble on va plus loin que et seul on va plus vite. C'est OK, mais ensemble on va plus loin. Mais si tu me fermes la porte, ben, tant pis, on avance et puis je te dis, c'est des rencontres, de gens compétents qui m'ont dit: «Bah, fais» et puis moi je fais. Et comme, je te le disais en préambule, comme il a fallu que je cours toute ma vie, si je m'étais, arrêté à chaque fois que la une porte se fermait, je serais encore dans mon quartier, à compter, compter je sais pas quoi. Alors aujourd'hui, l'école de trail, c'est une structure qui a pignon sur rue, hein, un joli site internet, on y reviendra, qui organise aussi, bah, le summit. Mais avant tout, c'est quoi le modèle économique, de la structure et à quel moment tu as pu comprendre que ça pouvait devenir finalement ton activité professionnelle et que ça pouvait devenir, viable financièrement? Alors, pareil, tu vois ton bébé grandir. Alors le business model a changé. On a pivoté comme on appelle ça en entrepreneuriat. Là, on a fait un pivot, il y a 24 mois. Mais le donc on crée la société en 21. Donc on se réunit en 2020. En 21, on crée une société, une SAS, où on est, 6 associés. Et en 23, on se reverse. Donc notre modèle économique, il est assez simple. On forme les gens à la méthode. Il y a plusieurs, formations, niveau 1, niveau 2, graine de trailer qui est aussi quelque chose qui est très important pour nous, donc ça s'adresse aux enfants. Hem, on a renforcement chez le coureur, on a préparation mentale. Voilà, on a notre panel au départ, notre business model, c'est on forme et du coup, on gagne notre vie là-dessus. Et très vite, on voit que moi, comme j'ai aussi une affiliation avec le fitness, je suis assez à l'aise avec le monde du fitness, j'adore ce monde-là. Il a aussi,
on l'oublie souvent, mais il a aussi révolutionné l'entraînement, hein. Les hits viennent de là, l'entraînement à par intervalle à haute intensité qui permet d'améliorer l'endurance, vient du fitness pour des raisons économiques au départ, mais aussi aujourd'hui au niveau physiologique, on voit bien que ça fonctionne. Donc bref, et j'ai vu comment, ça évoluait le monde du fitness avec, Les Mills, Zumba, comment leur modèle économique, fonctionnait. Et très tôt, donc en 22, on se dit: «Bah, on va labelliser des clubs». C'est-à-dire quoi? Labellisation des clubs, c'est tu viens en formation, tu fais le niveau 1 et le niveau 2, et une fois que tu as fait le niveau 1 et le niveau 2, bah, tu rentres dans notre, écosystème, et si tu veux, tu postules pour le labelliser. C'est quoi labelliser? C'est, Fred Bousseau qui a un club à Salanches, il a fait le niveau 1, le niveau 2, nous on le labellise, OK, tu as accès à nous, à du contenu, et toutes les semaines, que tu sois à Salanches, à Brest, à Rennes, à Lille, à Québec, et ben, tu as la même planification parce qu'on estime que de septembre au printemps, tout le monde devrait suivre une planification à peu près commune pour que tout le monde ait ses objectifs et qu'on apprenne aux gens à pas courir tous les week-ends, à avoir des objectifs bien ciblés, et à vraiment faire comprendre ce que c'est un pic de forme. Et quel que soit ton niveau, que tu sois totalement débutant ou que tu sois quelqu'un qui veuille gagner des courses. Et donc ça marche très très vite, très très bien. On fait un super démarrage. Sauf qu'en 23, on se reverse à 6 associés 2 000 € de dividendes. Et je vois mes associés bosser, moi je me vois bosser, je vois faire les formations, et je dis: «En 2 ans, bah, tu sais les gars, c'est pas possible». Et puis moi je suis quelqu'un de très curieux, la finance, l'économie, ça m'intéresse, et puis j'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur les levées de fonds. Et si tu veux, ben, je commence à m'intéresser à des levées de fonds. Je discute avec pas mal de gens de l'écosystème du trail, et je vais nommer, hein, une boîte, William Walker là de NAC, on se rencontre parce qu'il est partenaire d'un de mes athlètes. On discute, ça part super bien, puis moi j'ai des attaches au Québec, donc il me parle du Québec, puis il m'explique, voilà, sa levée de fonds et tout ça. Puis en fait, je suis avec ma compagne, et puis, on rentre de Strasbourg là, et je dis: «Mais en fait, aujourd'hui, je sais que ce qu'on se tient là, c'est absolument génial, et il faudrait qu'on le diffuse. Mais on est que 6, on n'a pas les moyens d'embaucher». Enfin, tu vois? Et donc, de là, je me mets dans la mode, il faut que je comprenne comment je peux faire une levée de fonds. Je suis pas plus bête qu'un autre, je vais m'intéresser à ça. Et puis, lors d'un cours que je donne à Paris, parce que je suis aussi enseignant pour la clinique du coureur, alors ça s'arrête à la fin de l'année là, j'arrête ma collaboration avec eux après 8 ans là. Mais, je donne un cours, et puis, dans ce cours-là, il y a quelqu'un qui vient de faire, une LBO, enfin un LBO, et qui vient me voir et qui me dit: «Ton truc, c'est super, c'est génial, là, ta philosophie, j'adore, mais, comment tu fais pour, enfin voilà, on parle business lui et moi, et puis moi je lui dis: «Bah, justement, je suis en train de me poser des questions, comment je pourrais, monter un dossier de levée de fonds». Et puis il me dit: «Bah, écoute, si tu veux, je peux t'aider à structurer, ta démarche». Donc le cours a lieu un mardi, moi je rebondis, le jeudi, je lui envoie un message. Le vendredi, on fait 2 heures de call là, et puis donc il m'explique tous les rouages, comment m'y prendre, mais surtout il me dit: «Moi je crois en ta méthode, je crois en toi, et j'ai envie de t'aider». Et voilà comment on se structure. Et donc on fait une levée de fonds en 2024. Et dans cette levée de fonds, si tu veux, donc lui, c'est notre business angel, Louis-Christophe Moissonnier, pour le citer. Et surtout, il me donne une idée, c'était, j'ai la chance de connaître quand même des gens, enfin, et d'avoir des amis qui sont très bons dans leur domaine. Et là, il me dit: «Écoute, avec tous les gens que tu connais, que tu brasses autour de toi, peut-être, ça serait bien de les emmener avec toi dans cette aventure». Et si j'ai pas je sais pas si j'ai beaucoup de qualités, mais j'ai une des qualités, c'est quand les gens me connaissent, bah, ils me suivent, la preuve, école de trail. Et quand je l'expose à 15 des personnes qui m'entourent et que j'apprécie vraiment et que je trouve compétents dans leur domaine, il y en a qu'un qui me dit non, tous les autres me disent oui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, 16 associés avec des compétences différentes, et on fait une levée de fonds donc début 2024. Et effectivement, c'est ce qui a fait le boost aujourd'hui, d'École de Trail, hein. C'est ce qui fait qu'on a pu monter, cet événement, auquel qu'on évoquera tout à l'heure, qui fait qu'on prend une dimension tout autre, qu'aujourd'hui, on a la chance que les médias s'intéressent un peu plus à nous, qu'on puisse avoir un aura qui pèse aussi, et puis que ça nous ouvre aussi des portes, qui jusque-là, peut-être les gens nous regardaient, et je peux le comprendre, hein, un peu, ou ceux qui ne nous connaissaient pas se disaient: «Bah, c'est un business», alors que nous, on est là depuis 2009 les gens. Sauf que peut-être on avait du temps à mettre le doigt dans l'engrenage, mais on est quand même là. On se repose sur quelque chose de tangible parce qu'on forme des gens.
et surtout, ce qu'on veut, notre priorité, c'est de mettre tout le monde à l'activité. Parce que même si j'aime le sport de haut niveau, hein, j'en ai fait et j'ai des athlètes de très haut niveau, mais j'aime surtout, moi, mon but, c'est de faire bouger 99% des gens. Et c'est ce que souvent j'évoque, souvent quand certains peuvent se moquer de la méthode. C'est souvent des gens qui sont enfermés dans le haut niveau et qui ne veulent pas voir plus loin que les 0,001% des gens qui font du haut niveau. Et moi, je disais, bah, viens, on parle à tout le monde plutôt que de véhiculer qu'une seule façon de faire les choses. Et donc, le business model, on a fait un 360 pour répondre totalement à ta question. Enfin, un 180 plutôt, parce que sinon, on a fait un tour sur nous-mêmes. Un 180 à l'automne dernier, donc il y a un an, parce qu'on s'est dit justement qu'en fait, si on était juste sur la formation, on pourrait pas développer notre business. Et à nouveau, pas pour faire de l'argent, mais pour perdurer. C'est vraiment ça. Mon idée, c'est d'installer quelque chose de solide. Et aujourd'hui, on s'est aperçu on formait beaucoup de coachs, que les coachs étaient super emballés, mais qu'au final, on n'avait pas accès aux gens. Et moi, j'y avais accès quand j'allais sur mes clubs, quand je faisais des conférences. Là, j'avais accès aux gens, ou quand les gens, je les croisais sur des courses, qui venaient me voir. Des fois, c'était même trop. Pour moi, c'était un peu trop, mais moi, j'ai des gens qui m'ont dit: Tu m'as sauvé la vie parce que je croyais pas que je pouvais courir et grâce à cette méthode, ben, je peux faire des choses. Donc, moi, ça me bouleversait parce que je suis clairement quelqu'un qui est très dans les émotionnels, hein. Tu as participé au Trail Summit, tu as vu que j'arrive même pas à faire mon discours bref, ça, c'est la personne que je suis, je vais pas me cacher derrière ça. Et donc, du coup, je me suis dit: «Mais en fait, moi, je veux pouvoir avoir accès à ces gens». Et donc, on a investi, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre trésorerie là-dedans, mais on a investi dans une application qui fait qu'aujourd'hui, en plus de toucher nos coachs et les clubs, on touche aussi les pratiquants qui rentrent dans notre application, qui ont accès à un tas d'outils qu'ils n'avaient pas accès jusque-là, à une marketplace qu'on a créée parce qu'on a des partenaires aussi qui sont assez fans de la méthode et qui croient aussi en nous, et pas uniquement en Seb Cornet et au fait de développer un business, mais qui croient vraiment en ce qu'on veut véhiculer. Et ça, c'est pour nous une grande marque de confiance. Donc aujourd'hui, grâce à ça, on a fait un 180 pour être transparent. Les gens aujourd'hui, les structures, les clubs payent une labellisation qui est à 490 € à l'année pour pouvoir utiliser le nom. Puis après, les coachs, en fonction s'ils en ont un ou deux ou trois ou quatre, payent une redevance de 190 € à l'année. Donc là, ils le payent. Donc ils ont accès à l'application. Ils ont évidemment toutes les tenues qui font que, parce qu'on a des partenaires qui sont très généreux. Et puis ils ont accès aux séances. Ils peuvent donner les séances aux gens. Ils ont des vidéos, ils ont de la formation continue. Et puis, quand les gens s'inscrivent auprès de ton club, on va reprendre Fred. Toi, tu es à Salanches, les gens s'inscrivent chez toi. Ils payent 200 € pour l'année auprès de toi. Ils passent par notre application et en fait, nous, on conserve 20 € pour la structure, pour le fonctionnement de notre application. Sachant qu'en plus, ben, le fait que les adhérents aujourd'hui sont dans notre application, ils ont des avantages, par exemple sur le Trail Summit, chez nos partenaires. Donc voilà, le business model est, au lieu d'être en B2C, on est en B2B pour que justement, on puisse avoir accès à eux et puis les garder dans notre écosystème. Si demain, un de tes adhérents à Salanches part vivre à Lille, quelle idée d'ailleurs, et ben, il resterait dans notre écosystème et puis il a de la formation continue, il a accès à des webinaires. Voilà, il y a aussi derrière tout ça, je l'ai dit un peu, derrière tout ça, il y a un gros contenu et beaucoup de propriété intellectuelle avec un accès à un Discord qui lui permet d'avoir des thématiques à chaque fois, tous les mois différents. Alors, je vais tout de suite rassurer Fabrice qui est à l'école de trail de Salanches, que je vais pas monter une école de trail, qu'il soit rassuré. Je vais lui laisser la place. J'ai pas cette intention-là. Et puis, tu sais ici aussi qu'on a un gros design center avec l'entreprise Quechua. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui font la navette entre Lille, le Ouais, siège de ouais, c'est vrai. développement, et ici. C'est pour ça que je faisais le parallèle, parce que j'ai eu la chance de faire une conférence justement chez Quechua il y a un an et demi. Alors justement, tu dis, en fait, en 2023, vous versez 2 000 € de dividendes. En fait, c'est vos seuls revenus liés à l'activité de école de trail entre 2020 et 2023. Et l'autre question, c'est cette levée de fonds que tu fais, tu l'as fait avec un actionnaire unique ou avec plusieurs actionnaires? Parce que la LBO, hein, on rappelle, c'est la levée de fonds en anglais. Je sais plus exactement le terme, mais c'est la levée de fonds. Et en fait, elle représente combien en termes financiers? Nous, on fait une levée de fonds. Alors, justement, le business angel était au départ, donc Louis-Christophe était prêt à partir seul, enfin seul avec les déjà 5 associés qui étaient déjà donc en plus de moi.
Et c'est quand ils me donnent l'idée de contacter ceux donc des Eric Lavry, des Ludo Collet, des Diego Pazos, je vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier, ça j'en ai trop, j'en ai trop. Mélanie Pontet, pardon, avec qui j'ai coécrit mon livre, qui était aussi un grand succès. Ça aussi, ça m'a dit, bah, en fait, on est tellement, enfin, tout marche très bien, qu'on a tout intérêt à développer ça. Et ben, nous, on estime avec Louis-Christophe à l'époque qu'il nous faut 450 000 euros pour qu'on puisse faire ce premier petit démarrage d'étincelle. Donc, à ce moment-là, en vrai, on se dit qu'on pourrait faire peut-être plus, mais peut-être ça suffirait. Et du coup, ceux qui rentrent ont une participation, alors je vais dire anecdotique, mais ils vont peut-être pas apprécier ça parce que ça reste. Mais aujourd'hui, celui qui a mis le plus d'argent, c'est notre business angel, donc Louis-Christophe. Et les autres sont rentrés avec des parts moindres, juste pour en fait apporter leurs compétences et se dire est-ce que ça vous intéresse d'être dans l'aventure en fait. En vrai, moi, je voulais pas de gens qui soient prestataires, qui me disent bon, bah voilà, nous, non, non, vraiment, toutes les personnes qui sont rentrées, elles se sont dit bon, c'est génial, en fait, on voit que ça fonctionne, on voit en plus, et puis il a pratiqué aussi la méthode. C'est aussi ça qui était aussi important. Je voulais pas, à part Louis-Christophe qui l'a découvert, tous les autres la pratiquaient et la connaissaient. Donc, du coup, ils se disaient, mais ça fonctionne ton truc, donc go, on te suit. Donc, la levée de fonds en 24, c'est 450 000 euros. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le coaching, il est pas évident, hein. Il y a beaucoup d'entreprises sur le secteur. Je pense notamment, il y a Expert Sport Coaching qui aussi fait de la formation et qui a fait un peu ce que vous faites avec des coachs sur le terrain. Il y a 2EP aussi. Je pense à aussi Christophe Mallardet. Enfin, pas mal de coachs très, très compétents. Aujourd'hui, quand des gens vous approchent, est-ce que vous êtes vigilant aussi, parce que c'est le débat actuel, à ce qu'ils soient bien titulaires d'une formation adaptée à ce que vous faites, même si vous apportez derrière des qualifications Mmh. spécifiques. Et est-ce que vous exigez aussi une carte pro? Parce que ça, c'est aussi le grand débat actuel sur le coaching, c'est que beaucoup de coachs 2.0 n'ont pas cette carte pro, et le gouvernement a redit il y a à peu près un an que qu'on fasse du coaching en ligne ou du coaching en présentiel, il fallait avoir une carte pro, donc être inscrit au niveau de l'État français. Ouais, c'est une excellente question, et c'est une tellement bonne question qu'il y a justement un an, toi et moi, on a partagé le même post. Et d'ailleurs, celle qui était à l'origine de ça est venue au Try Summit pour me remercier, mais ce que je trouvais totalement logique. Donc en fait, nous, on n'a pas vocation à donner une carte pro ou un diplôme d'État. Mais par contre, là, sur quoi je veux revenir, c'est que nous, on est ouvert à tout le monde. Et je vais, étayer mon propos, c'est-à-dire que si demain, il y a quelqu'un qui est, non professionnel et qui est bénévole dans son club, aujourd'hui, dans notre coach labellisé, il faut savoir qu'on a 40 de bénévoles. Ça veut dire que des gens qui sont pas des professionnels, et tant qu'ils ne sont pas professionnels et qu'ils ne sont pas rémunérés par leur club, mais moi, s'ils véhiculent la méthode, je suis super content. Par contre, si, ils commencent à me dire: «Je veux être rémunéré», et ben, moi, nous, on les encourage à ça. Et d'ailleurs, Hem, pour trahir peut-être un secret, mais moi j'ai aucun problème avec nos business. L'un des objectifs qu'on a nous chez École de Trail, c'est justement demain, certainement on réfléchit en tout cas à la possibilité de créer un espèce de CQP. En tout cas, on est en discussion depuis quelques mois avec, qui de droit, pour que justement on puisse apporter ça. Mais si ça se fait pas, aujourd'hui, nous, quand les coachs viennent vers nous, ils nous disent: «Ben, la méthode ça marche, maintenant comment je fais pour, en devenir, professionnel?» On les oriente, là, j'ai pas mal de coachs. Je suis très, comment dire? Acerbe avec la FFA, hein, j'ai aucun problème avec ça, et j'assume. Et d'ailleurs, je suis tellement acerbe que, j'ai la chance que la nouvelle équipe, m'ait reçu et va me recevoir encore, on est en discussion avec eux, hein. Bref, je fais une petite aparté. Mais, j'oriente tout le monde vers le CQP qu'ils ont lancé là. D'ailleurs, on a pas mal de coachs, et je suis très content parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, coach école de trail qui veulent avoir leur carte professionnelle, qui ont été acceptées dans le cursus. Donc nous, notre vocation, c'est de dire, si aujourd'hui, nous, nos formations, elles sont même accessibles aux pratiquants. Donc à nouveau, je te reprends toi en exemple, même s'il y a Fabrice dans le coin. Mais si toi, demain, tu veux venir sur nos formations, mais parce que tu es juste simple pratiquant, nous, on te fait voir, bah viens, viens. Et puis d'ailleurs, c'était assez drôle parce que justement, nos tensions avec la FFA à l'époque, avec Philippe et Pascal, on était d'accord là-dessus. C'était de dire, nous, on veut ouvrir à tout le monde pour que, bah, que ça soit pas uniquement à destination d'un microcosme, et qu'on ouvre. Et c'est drôle parce que souvent, les ceux qui venaient en formation, qui étaient simples pratiquants, bah, soit sont devenus coachs
bénévoles, puis après se sont professionnalisés, soit parce qu'ils ont été faire notre formation, nous ont envoyé leurs coachs aux formations. Donc, tu vois, nous, on a vraiment la vocation de faire bouger tout le monde et penser que notre méthode, elle est pas mal et qu'elle peut convenir à tout le monde. Donc, du coup, pour rebondir, évidemment, si demain, on est au courant, et d'ailleurs, c'est important, si tu veux être labellisé, il faut passer un entretien. Et c'est là où on démontre que nous, on ne fait pas du business pour faire du business. Et d'ailleurs, comment dire, on a arrêté avec certains clubs parce que ben, ils ne faisaient pas les choses dans les règles, ils ne faisaient pas l'école de trail, mais ils profitaient de la notoriété d'école de trail, ou comme tu l'as dit, certains se faisaient rémunérer. Et donc, du coup, nous, on ne veut pas être mêlés à ça. Donc, on oriente fortement ceux qui veulent être professionnels à avoir une carte professionnelle parce que justement, je me bats assez contre comme tu l'as dit, les coachs 2.0 qui, depuis le Covid, se sont trouvés des vocations. Mais aussi, tu sais, dans ces cas-là, c'est très vite ce que je me suis dit, moi, en tant que coach. Si tu penses que les gens ne sont pas compétents, plutôt que de les critiquer, forme-les. Voilà ce que j'ai toujours fait. Alors, je précise et tu as raison de m'apporter aussi ce petit détail. C'est vrai qu'il faut préciser que la carte professionnelle est nécessaire à partir du moment où on encadre contre rémunération. C'est cette notion-là qui est très importante. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi être encadrant dans un club d'athlétisme, dans une école de trail à titre bénévole. C'est toujours mieux de se former que de rien connaître, mais c'est pas pour dire non plus que parce qu'on n'est pas formé, on n'est pas compétent. On connaît des gens qui sont très compétents dans cet univers sans forcément avoir fait des formations. Mais c'est vrai que quand on rentre dans la partie rémunération, rétribution, il faut être titulaire. Le code du sport, l'article L212.1 du code du sport est très clair là-dessus. Juste pour continuer sur cette partie croissance, réseau, aujourd'hui méthode, quelles sont les grandes difficultés aujourd'hui? Parce que vous grossissez très vite, tu dis, vous êtes structuré. L'autre jour, tu me soufflais lors de Trail Summit que un de tes défauts, c'était de ne pas savoir déléguer ou ne pas savoir forcément bien organiser. C'est quoi aujourd'hui les problématiques de croissance de l'école de trail? La structuration, vraiment la structuration. Alors, j'ai la chance d'avoir une super équipe et aujourd'hui justement, j'ai un comex qui m'aide aussi à prendre de la hauteur, et à prendre conscience de ma place aujourd'hui dans école de trail. Et ma place, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais elle est plutôt dans la représentation. Elle est ce que je suis en train de faire là avec toi, c'est-à-dire, expliquer qui on est, parce que je l'incarne vraiment, mais dans tout ce qui est, à part, évidemment création de propriété intellectuelle et de contenu, la délégation de la structuration, c'est plus moi. Et ça, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très, très forte pour ça. Et comment dire? Quand tu as créé tout seul au départ et que à nouveau je reprends mon histoire, hein, mais c'est aussi ce que je suis. Dire que je m'en suis sorti tout seul. Bon, bah, tu as toujours été tout seul et là, le fait d'être avec beaucoup d'associés, ça a été une problématique, enfin une problématique, structurante. Et notre problématique aujourd'hui, c'est, on a une bonne idée, on a un super, business model, j'en suis à peu près certain. Maintenant, il faut qu'on se structure, c'est-à-dire des petites mains, c'est ceux de l'ombre, ceux à qui j'ai essayé de rendre hommage lors du Trail Summit parce que je le dis assez souvent, je suis la partie émergée de l'iceberg. Tout le monde voit Seb Cornet et l'équipe est OK avec ça et il faut que ça continue. Cependant, je peux pas tout faire, je peux pas être partout. Et d'ailleurs, il y a des choses que je veux pas faire et que j'aime pas faire. Et du coup, aujourd'hui, si j'arrive quand même beaucoup plus à déléguer et en plus, j'ai la chance d'avoir confiance en toute l'équipe et de m'entourer de compétences. Tu t'en connais certains, mais au Comex, moi j'ai un Comex qui est Marc Laronde et Cyril Blanchard qui sont juste fabuleux dans la façon de prise de décision. Donc, donc la grosse difficulté aujourd'hui, c'est, tu le sais certainement aussi, hein, on est dans un podcast business. Il y a beaucoup de sociétés qui avaient des bonnes idées, qui avaient tout pour réussir, mais la structuration a fait qu'ils ont périclité. Et du coup, là, justement, on a lancé tellement de projets en 25 que 26 pour aller peut-être sur une question que tu allais me poser, c'est plutôt on stabilise. On stabilise, juste pas mon équipe. Tu vois, quand tu m'as posé des questions, et on peut le dire à tout le monde: «Est-ce qu'on va faire un deuxième Try Summit?» Hein, la réponse que je t'ai fait, c'est: «Attends, je veux pas tuer mon équipe moi». Il faut savoir que, chacun
de nos associés fait beaucoup de travail, mais c'est quand même un travail entre guillemets «bénévole», hein. Quand tu es associé, tu donnes du temps à ta société. Alors, évidemment, on se fait des rémunérations, mais qui sont tellement dérisoires par rapport au travail qu'il ne faut pas non plus user tout le monde. Le Trail Summit était un succès fou, mais je veux pas tuer tout le monde. Donc, il y aura une deuxième édition, mais quand, comment, c'est encore en discussion. Mais voilà pour aller un peu plus loin. Aujourd'hui, notre principale difficulté, c'est de se dire, OK, là, c'est propre tout ce qu'on a. Maintenant, comment on fait pour, se structurer, avoir des gens qui sont, en backstage là et que tu vois pas, mais qui nous aident à grandir. On reviendra juste après au Trail Summit. Tu Bien m'as un sûr. tout petit peu devancé, Ouais, mais ouais, la pardon. transition se fait progressivement. Juste pour, aussi, être complet dans ce que tu as dit, le CQP, c'est un certificat de qualification Oui, pardon. professionnelle, ce qui permet d'obtenir une carte professionnelle, donc être inscrit au registre de l'État comme éducateur sportif, donc ça, je tenais à le préciser. Et puis le COMEX, j'imagine que c'est le comité exécutif, un style de C'est comité de ça, oui, direction oui. au Ouais, c'est le sein de comité l'école de de. direction. Exactement, oui, oui. Merci de faire toutes ces précisions. C'est vrai, tu es lancé dans ton truc et ouais, c'est vrai. Et juste avant qu'on passe justement à ce summit qui a eu lieu il y a quelques jours, aujourd'hui, quel est, toi, tu as créé cette méthode, tu as créé cette école de trail. Aujourd'hui, il y a des clubs qui véhiculent la méthode et tout. Quelle est la grande idée reçue que tu as le plus de mal à combattre, qui est aujourd'hui, tu disais tout à l'heure que tu veux faire bouger tout le monde, que tu veux mettre tout le monde au sport, mais quelle est cette idée reçue qui fait le plus de mal aujourd'hui, peut-être même au sport français? Ou à l'activité dans le sens général de ce qu'on peut pratiquer? Bah, il y en a 2. Je vais commencer par la première qui concerne, nos contemporains. C'est, moi, c'est pas possible que je fasse ça. Tout ce que je vois, là, c'est des champions, c'est hors d'atteinte pour moi et d'ailleurs, si on peut faire une petite aparté sur, le projet Zéro Toussaint, dont on est partenaire avec, Guillaume Millet, donc qui est, je le reprécise ici, le projet Zéro Toussaint, c'est d'emmener des sédentaires, total sédentaires, en 18 mois à leur faire la CCC. D'ailleurs, un projet que Guillaume est venu me proposer et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est né humainement entre lui et moi. On avait déjà beaucoup d'estime, l'un pour l'autre, au niveau, professionnel, mais il y a en plus quelque chose qui s'est créé au niveau amical, comme si, Pascal nous avait fait, une passe décisive entre lui et moi et voilà, je referme cette parenthèse pour éviter de partir sur de l'émotion mais donc du coup, il y a ce 1er, il y a ce 1er point qui, notre, l'idée reçue, c'est de dire: «Mais si, tu peux le faire. Viens avec nous, tu peux le faire» et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser, que le zéro tout 100, si on fait, passer de 0 à 100 kilomètres, c'est pas du tout mon discours et d'ailleurs, si on doit raconter une petite anecdote par rapport à ça, c'est quand Guillaume vient me proposer ça, c'est à Saint-Étienne, je suis en train de donner une formation école de trail, lui il est de Saint-Étienne, donc l'excuse c'est d'aller se boire une bière et d'ailleurs moi j'en bois pas donc du coup, il me dit, bon bref, on discute pendant 5 minutes puis il me dit: «Ouais, écoute, on arrête de parler de la pluie du beau temps, moi voilà ce que je veux te proposer» et quand il me le propose, il me dit: «En plus je suis sûr que tu vas me dire non parce que je sais la façon dont toi tu es conservateur, parce que je suis quelqu'un de super ouvert dans la vie de tous les jours, dans le sport et tout ça, mais c'est vrai que je suis vu comme quelqu'un qui est plutôt conservateur parce que je pense qu'un athlète qui se blesse, c'est une erreur d'entraînement et il y a trop de blessures dans l'entraînement, mais et ça sera mon deuxième point et donc du coup, en fait, comme intellectuellement, moi, je suis quelqu'un qui aime le challenge, je lui dis effectivement, si quelqu'un vient me voir là demain et qui me dit: «Je fais 0 km et que dans 18 mois, je vais faire la CCC», c'est clair et net que je lui dis: «Non». Mais là, c'est une étude avec un mec qui s'appelle Guillaume Millet, qui est une référence mondiale dans son domaine. On va suivre les gens, ils vont être coachés par toute notre équipe, d'école de trail. Ils vont avoir des gens qui s'occupent d'eux. En fait, en vrai, presque, il va avoir un staff que même certains pros n'ont pas et le truc était trop beau. Et puis comme nous, notre vocation, c'est le trail pour tous et partout. Bon, bah, ça matchait en fait. Et comme intellectuellement, ils pensaient que j'allais dire non, bah moi j'ai dit: «Bah, OK, comme c'est pas possible, tu sais, ils l'ont fait». C'est une phrase qui me suit aussi. Ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et le deuxième, bah, c'est plutôt sur l'entraînement. Sur l'entraînement, force est de constater que, souvent, l'idée reçue principale et je sais que tu côtoies certains qui véhiculent ça, c'est, si tu veux, être performant, tu sais, performant sous cette terminologie moderne, hein. C'est-à-dire, être le meilleur, faire le meilleur chrono, ben, il faut que tu accumules, X kilomètres, X d'heures d'entraînement, X dénivelé et moi ça, c'est toujours quelque chose et moi, en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que j'ai fait ces erreurs-là? Bien sûr, je l'ai fait et puis quand la science est venue
grâce à Pascal, puis à mon statut d'enseignant à la clinique du coureur, la science est venue prendre une place très importante dans mon métier de coach, de préparateur physique, on l'appelle comme on veut, hein. Heu et ben, déjà que j'étais pas convaincu que c'était la bonne méthode, bah là, j'étais confronté à la réalité de ce que nous raconte la science en nous disant: «Mais en fait, ça c'est la méthode est-allemande, tu sais, c'est la méthode où tu as 12 œufs dans ta main, tu les jettes contre le mur, il y en a un qui s'en sort et de celui qui s'en sort, tu en fais un dogme». Et donc voilà, l'idée reçue, c'était de dire: «Et si on en faisait moins, mais on faisait mieux?» Et d'ailleurs, tu sais, depuis 1 an et demi, j'ai des haters qui, sur les podcasts ou ici ou là, parlent de ma méthode sans m'avoir invité, sans m'avoir, confronté. Parce que moi, je suis d'accord de discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est ce qui fait aussi, ce que j'aime. Moi, j'aime le débat, j'aime la politique, mais c'est sur son sens noble du terme. C'est-à-dire, viens, on n'est pas d'accord et on en débat, sans caricaturer, le discours de l'autre. Et je me suis dit, j'ai dit à mes associés: «C'est génial, j'ai enfin des haters, ça veut dire qu'on commence à compter, mais ça veut dire qu'on commence aussi à déranger parce qu'on vient mettre le doigt sur, une décroyance dans l'entraînement». Et aujourd'hui, voilà la deuxième idée reçue qui est surtout sur l'entraînement. Et d'ailleurs, ceux qui veulent caricaturer, école de trail disent souvent: «Ah bah, Seb Cornette, c'est facile, il dit de pas courir et de faire du crossfit». Tu sais, c'est tellement, à l'opposé de ce que je raconte, parce qu'en fait, moi, j'aimerais, mon rêve, ça serait que mon contemporain court 200 kilomètres par semaine. Ça, c'est un rêve. On est dans une société sédentaire, donc s'ils sont pas capables de faire ça, et c'est factuel, bah, si on les renforçait pour que demain, ils puissent faire, 20, puis après 30, puis après 40, puis en plus, on peut démontrer, et pas uniquement avec une seule personne, avec un tas de personnes, qu'en fait, tu peux être performant, donc dans sa globalité, dans son étymologie ancienne, c'est-à-dire performant, ça veut dire s'accomplir. Bah, tu peux être performant en faisant peut-être un peu moins, mais un peu mieux. Et c'est ça l'idée reçue principale, et c'est souvent par là que ceux qui ont des idées reçues bien ancrées veulent caricaturer école de trail. Et c'est OK, hein. Mais pourvu qu'ils m'invitent dans leur podcast pour que je puisse, à minima répondre et qu'on puisse débattre, ça fait le débat quand il est bienveillant, il fait toujours avancer. Il me fera avancer, il fera avancer tout le monde. Merci Seb pour ces explications. Juste pour compléter, le projet Zéro Toussaint est suspendu pour l'instant à une décision de la commission éthique, puisque qui doit être d'ailleurs rendue aujourd'hui, puisqu'on est le Aujourd'hui. 2 décembre, exactement, puisque dans une première analyse, le comité éthique, puisque c'est très compliqué de faire des études scientifiques, il faut absolument passer par ces comités éthiques qui valident. Le comité éthique a émis une réserve et a refusé le projet sur l'argument du côté bénéfice-risque ou risque-bénéfice. Donc, Guillaume Millet est suspendu à cette décision en espérant avoir la réponse positive et pouvoir continuer ce projet. Sinon, ce serait la fin pure et dure de ce projet, effectivement, qui est d'emmener des gens sédentaires ou en situation d'obésité aussi, de zéro, qui font pas de sport aujourd'hui, jusqu'à un projet éventuellement pour certains, parce que tous n'iront pas, mais pour certains, d'aller faire la CCC en 2027. C'est ça, en C'est ça. 2027, donc dans un peu plus d'un an et demi. D'autres se contenteront de distances un petit peu plus courtes, type marathon. Mais voilà, c'était un projet et on espère vraiment que ce projet ira au bout, parce que vous en avez aussi parlé d'ailleurs au Trail Summit. Et on va en parler de ce Trail Summit, puisque c'était fin novembre, il y a quelques jours à Aix-les-Bains. Je dis vous, parce que toi, tu as supervisé l'organisation et tu as une équipe qui a géré beaucoup. Est-ce que tu peux revenir sur cet événement, son concept, puisque c'était une première édition, et quel bilan tu en tires à la fois financièrement, mais aussi au niveau organisationnel? Alors déjà, la vocation du Trail Summit, elle est venue, dans la continuité de la méthode école de trail et de sa philosophie. C'est-à-dire que, pas qu'on veuille faire les choses différentes, hein. Vraiment, je veux aussi qu'on entende ça. Évidemment, je fais les choses différemment parce que il y a des choses qui ne qui pour moi ne me parlent pas, et à mon sens, on s'est dit, aujourd'hui, il y a des congrès sur l'entraînement, il y a des congrès sur la santé, et comme nous, on essaie de faire le parallèle entre les 2, et que pour moi et pour École de Trail, on ne doit plus opposer santé et performance. Voilà. Ça, c'est mon postulat, et je suis prêt à en débattre avec, quiconque, et tu vois, je donnais encore cours hier, et la science, vient corroborer tout ça. Et du coup, on s'est dit très vite: «Il faut qu'on organise». On a envie d'organiser une rencontre où
bah, comme la philosophie école de trail, c'est pour tous, mais que ça soit à destination des professionnels, de la santé et du sport, mais aussi du simple pratiquant. Je mets des guillemets évidemment à ça, de celui qui est curieux, de comprendre comment on peut passer je m'entraîne, comment je dois m'entraîner, la place de telle et telle comment dire, thématique dans mon entraînement, dans ma vie quotidienne. Et en fait, très vite, ben, comme pour école de trail, en fait, on a la chance d'être, peut-être c'est pas affiché, mais en tout cas d'être soutenu par des chercheurs, des gens qui sont très compétents dans leur domaine, qui trouvent que la méthode elle est bonne. Donc quand, j'ai commencé à m'adresser à des gens comme Guillaume et d'autres, ils m'ont dit: «Mais c'est une super idée, ça s'est jamais fait». Donc à nouveau, moi j'aime bien le truc, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc on a voulu avoir des grands professionnels dans certains domaines, des athlètes aussi, avec et lesquels on va pas se mentir, on a des affinités toutes particulières parce que ce qu'ils véhiculent, ça nous touche aussi. Il y a il y a il y a le côté, profondément humain qu'il faut absolument qu'on réussisse à garder, et ça va un petit peu ça devance peut-être l'une de tes dernières questions là sur la vision du trail et ma vision du trail, mais en tout cas on doit vraiment garder cette connexion. Et du coup, ce qui fait aussi la singularité d'école de trail dans les formations, c'est que en fait, on a autant de pratique que de théorie. Alors là, moi, il me manquait un tout petit peu de pratique, mais on a été très ambitieux parce qu'on a fait énormément de conférences en même temps, qu'on a eu énormément d'intervenants dans des domaines qui sont hyper importants. Et donc, l'idée, c'était de dire, ben, viens, venez, on fait un truc qui s'est jamais fait, même au niveau mondial, hein, parce que moi j'ai regardé si ailleurs il se faisait des choses comme ça, et en fait, donc c'est le premier, donc c'est une petite fierté déjà d'avoir mené ça. Tu as raison, j'ai supervisé, moi je suis l'idée, tu vois. En plus j'ai mis l'idée à la seconde, donc c'est chose que j'avais pas pu dire avec l'émotion lors du Trail Summit et de mon discours, c'était que c'est pas facile d'être l'associé de quelqu'un qui a mis l'idée à la seconde. Au contraire, c'est pour ça que je remercie mon Comex pour me dire: «OK, ça c'est super, viens, on pose ça là et on structure et puis après on va sur les autres». Et effectivement, l'équipe a été au top parce que évidemment, il y a tout ce qu'on voit, mais il y a tout ce que les gens ne voient pas dans l'organisation d'un congrès aussi ambitieux qu'on le voulait, avec, tu l'as dit, hein, une partie financière très, très haute, hein, et donc du coup, quand tu es ambitieux et que c'est le premier, on s'est dit de toute façon, que tant qu'à faire quelque chose, on veut faire quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'on veut pour le trail de demain. Et tant pis si, tant pis, je mets des guillemets aussi à ça, si ça nous coûte. Et effectivement, si on doit parler du bilan, financier, bah, il est négatif. Il est négatif parce que, tu l'as vu, tous les intervenants qui avaient étaient de renom. Tu l'as vu, on a fait des choses, quand même pas mal, soirées, enfin, on a fait des replays. Ça c'est génial, hein, pour les gens, mais ça 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 a un coût, certain, faire du live et puis faire du replay. Alors, effectivement, ces replays, comme ils vont être, à nouveau, ils sont en vente pendant 1 an, peut-être que ça va nous permettre, alors jamais de combler, le manque, hein, parce que le manque est évidemment le déficit aujourd'hui du Trail Summit est très important. On n'a pas encore fait le bilan, mais il s'élèvera à plusieurs dizaines de milliers, d'euros. C'est une certitude. Cependant, ben, c'est aussi un moyen pour nous de se dire, ben, peut-être que au lieu d'aller, sur un événement qui nous coûte de l'argent, ben, on crée le propre, nous, le nôtre, et puis du coup, ben, on véhicule vraiment quelque chose. L'autre point positif, c'est que on a des retours, mais qui sont, je le dis, je te l'ai dit, mais je vais le répéter ici, qui sont au-delà de moi ce que j'attendais. Vraiment, j'ai eu des retours des intervenants, j'ai eu des retours des participants, qui sont fous. Je m'attendais vraiment très sincèrement, et en plus quand tu es dans les mains dans le cambouis, quand tu es à fond et que tu vois justement que les côtés négatifs parce qu'il a fallu qu'on gère, pas mal de de problématiques. Ça s'est pas vu et tant mieux. Mais effectivement, on a eu des retours qui sont hallucinant et qui nous donne, un peu de courage pour se dire: «Bon, ça vaut le coup certainement d'en refaire un deuxième. Quand quelle forme, en tout cas, tout ça c'est pas établi, mais est-ce qu'on en refera un deuxième? On peut l'annoncer, oui, on fera un deuxième. Mais pour l'instant, c'est la certitude, c'est qu'on en fera un autre, et c'est la seule certitude que je pourrais te donner, aujourd'hui, de manière très, très transparente. Alors justement, c'est tous ces congrès ou tous ces moments de rencontre, il y a 3 ans en arrière, ça n'existait pas dans le monde du trail. C'était encore, à l'effet de quelques initiatives, par-ci par-là, mais qui n'avaient pas fait, on va dire, un grand buzz. Je crois que la première est née en 2021,
4 du côté du Trail Connect, plus destiné au monde du business, au monde du marketing, à l'impact sur de la pratique du sport. L'an passé est né Next de France à Outdoor, plus destiné au monde de l'organisation, au monde des responsabilités des organisateurs, de l'impact aussi des changements climatiques, de toute la sécurité. Aujourd'hui, vous avez initié ce Trail Summit plus axé sur la santé, les jeunes, la pédagogie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que ces 3 univers de conférences, de rencontres des professionnels selon leurs univers étaient indispensables pour le milieu et nécessaires aujourd'hui pour grandir? Totalement, totalement. Tu sais, on a regardé ce qui se faisait et on a dit: «On veut absolument pas être en concurrence avec personne», puis en plus ça nous ressemble pas. Enfin, tu vois, il y avait aucune raison et même si j'ai pas participé à ces congrès, j'ai évidemment, on est dans le milieu, donc on s'y intéresse et moi j'encourage toutes les initiatives, et j'ai trouvé ça très très intéressant et effectivement, je pense que ces 3 là et puis il pourrait pourquoi pas y en avoir d'autres et je pense que justement aujourd'hui on est dans un moment où à mon sens, hein, mais c'est un sentiment personnel, on n'est qu'à 20 ou 30 de la maturité de notre activité. On est, et d'ailleurs certainement à des carrefours et qu'il faudra qu'on comprenne, parce que moi je pense au collectif, qu'on prenne tous ensemble et le fait d'avoir ces 3 rendez-vous, peut-être demain 4 ou 5, ben, tant qu'ils sont complémentaires et puis si demain il y a des concurrents, bah, c'est qu'il y a besoin d'avoir de la concurrence. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais oui, oui, je trouve qu'ils sont très complémentaires et ils sont nécessaires pour bien comprendre, bah, justement, notre business, enfin, ce que ça représente aujourd'hui, c'est effectivement un business. Il faut pas se cacher. Moi, j'ai pas de problème avec le terme business, peut-être parce que je suis influencé par ce que je vais souvent en Amérique du Nord et que nos cousins, québécois sont très confortables avec ça et moi je le suis aussi. En France, on a un peu plus de mal avec ça et c'est peut-être, vers ça qu'il faut éduquer aussi, les gens. D'ailleurs, nous, on éduque aussi, hein, dans la formation école de trail, on éduque, et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens à ta question, quand les gens sont bénévoles, on leur dit: «Bah, en fait, en vrai, les gens, ça va pas pouvoir durer. Pourquoi tu passerais pas un CQP pour que demain tu puisses, bah, vivre de ta passion?» parce que si ton club il est en train de grandir, tu es tout seul là, et là tu fais ton job à côté, peut-être que tu dégages toi un petit peu de temps pour avoir ces cartes professionnelles et donc du coup, effectivement, je pense que ça me manquait et que c'est assez rigolo parce que vraiment nous, on s'est pas dit: «Ah tiens, on a 2, on va le faire, le nôtre». Non, non, c'est dans une stratégie vraiment de dire: «Bah, qu'est-ce qui nous fait envie?» Alors oui, il y avait ou tu organises une course, ou tu organises, quelque chose qui se fait pas. Une course, tout le monde en faisait, même si on a nos idées de course et on ferait un truc un peu différent, parce qu'évidemment ça c'est toujours dans le on le fera un jour, ça c'est sûr. Mais jusque-là, on s'est plutôt rapproché de courses. On a labellisé des courses sur lesquelles on était présent et sur lesquelles il fallait qu'il y ait une course enfant qu'on organisait parce que nous, on veut pas faire juste, tu sais, la course enfant, souvent, c'est le tour du parking, en attendant papa et maman qui vont courir. Nous, on a une autre vision avec Graines de Trailer, de la course enfant ou des développements cognitifs et physiologiques de l'enfant. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, course, peut-être pas. Alors, je vais le dire de manière très transparente, pardon. On aurait gagné de l'argent avec une course, alors que là, on en a perdu avec un congrès. Donc, c'est bien la preuve que même si on est une société et qu'évidemment, il faut qu'on grandisse et qu'on en gagne, mais que c'est pas notre premier vecteur, c'est pas l'argent. Sinon, on aurait organisé une course, ça c'est sûr et certain. On en discutait encore ce matin, juste avant de faire l'entretien avec toi, là, euh, avec un de mes associés du COMEX qui me dit: «Oh, putain, quand on voit tout ce qu'on perd, on aurait fait une petite coursette, là, on aurait ce qu'on a perdu, on l'aurait gagné». Donc, à nouveau, c'est parce que, il nous semblait nécessaire d'aller vers quelque chose qui n'était pas encore, créé et tant mieux si on est les premiers et que d'autres, peuvent s'inspirer de ça. Alors, tu es un jeune entrepreneur quelque part, mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi investir pour aussi, Tout à fait. grandir, dans une Mmh. société. Donc c'est je pense que vous avez fait et comme ça Mmh. que vous l'avez, vu. En tout cas, rendez-vous sans doute 2027 plutôt que 2026. On suivra, votre actualité. Mais c'est vrai qu'un rendez-vous, comme vous l'avez fait cette année tous les 2 ans, je pense peut être carrément utile à l'écosystème du monde du trail. On a déjà dépassé l'heure, mais on savait qu'on allait déborder avec toi, il n'y avait pas de souci. Juste pour finir sur cet épisode très riche, toi tu fais partie des gens qui observent le monde du trail, qui ont vu sa croissance, qui ont vu son évolution au fil des années. Comment tu vois l'évolution du trail en France, à l'international? Est-ce que tu le vois plutôt structuré, un peu comme serait,
une fédération, comme peuvent l'être d'autres sports? On en parle beaucoup en ce moment de fédérer ce sport, ou est-ce que tu le vois vraiment partir beaucoup plus libre, comme un mouvement mondial, un mouvement populaire? C'est quoi ton analyse? Ben, son est à mon avis, c'est qu'un avis évidemment personnel, mais heu, mon avis, c'est plutôt la genèse du trail est née d'une envie de n'appartenir à personne. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et lors d'un podcast, on m'a demandé, lors du Trail Summit, de si j'avais un mot pour définir le trail et je pense que le mot, c'est connexion. Pour moi, c'est connexion. Tu vois, on veut la connexion avec la nature, mais de la connexion aussi avec soi-même, se retrouver. Il y a une espèce de enfin voilà et je souhaite, c'est un vœu pieux, qu'on garde cet esprit-là. Parce que souvent on dit: «Ouais, l'esprit tribe», tu sais? C'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on va mettre, un peu tout et n'importe quoi, tu sais, on va parler comme des vieux cons, puis les jeunes cons vont arriver par-dessus et du coup, on sait pas qui a raison. Si on pouvait garder cette notion, ce mot connexion, hem, bah, ça répond, à ta question. Je pense que ça pourrait pas être fédéré, à mon avis. À mon avis, ce qui fait l'essence même de Trace, venez, on se connecte mais on se connecte, par un mouvement commun, mais qui ne peut pas être fédéré. À mon sens, qui ne peut pas être fédéré. Pourquoi? Parce que, sans faire de critique à la fédé, parce que les critiques à la fédé, on aurait pu les faire en fait, on aurait dû les faire, déjà, début des années 80 quand, ils ont décidé de laisser le jogging, aux faux coureurs là et puis qu'après quand ils les ont récupérés, ils les ont appelés les hors stade. Tu sais, ce mot-là, moi, m'a toujours fait bondir. Hors stade, tu sais? Moi, je suis un amoureux de l'athlé et je pense que si on est dans la même famille, tu nous exclus pas du stade, tu sais? Et en tant qu'athlète, je me suis tellement fait souvent virer d'un stade parce que je faisais mes séances. Tu sais, je me suis toujours battu contre ça, mais bien après être sorti de ma cité, hein. C'était déjà à l'époque, on se faisait sortir, mais là, quand tu allais faire tes bref et donc dès le départ, les fédérations n'ont pas compris le mouvement et c'est un vrai mouvement, naturel de masse qui fait que les gens certainement et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui fait que des fois certains ne se reconnaissent pas dans un business qui marche bien. On va citer, le plus gros des business qui marche très bien dans le trail, c'est l'UTMB. Certains sont très réfractaires à ça en disant: «Oh là là, c'est trop business», mais c'est un business qui se crée, accompagnons-le, peut-être et dont ce business-là, plutôt que de regarder et de critiquer. Ça, c'est la partie un peu, même si j'aime pas trop critiquer, la France, les Français, tout ça, mais c'est un peu une vision franco-française de toujours un peu critiquer. Moi, je suis plutôt, quelqu'un de toujours qui voit plutôt le verre à moitié plein en se disant: «OK, il y a quelque chose qui se crée, il y a un mouvement qui se crée, si on l'accompagne» et puis j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, que des initiatives vont naître ici ou là et que peut-être, il y aura, un socle commun, mais que ça pourra pas, à mon sens, hein, être pris par une fédé même la fédération internationale. Tu sais, si on doit regarder les courses, les championnats du monde, j'ai du respect immense pour, nos coureurs français qui sont champions du monde. Mais le championnat du monde n'aura jamais la valeur de l'UTMB. Tu vois, c'est factuel. Donc c'est bien un mouvement qui est venu là, qui a été bien au-dessus, qui est bien au-dessus d'un championnat du monde. Bah, ça dit quelque chose de ton mouvement et tu vois, peut-être et ça c'est un sentiment, peut-être que si ça se fédère, ça va faire comme le triathlon. C'est-à-dire que, ben, le court distance va être pris par la fédération internationale, donc le trail montagne et trail court sera pris par la fédération internationale et puis l'ultra sera pris par un autre courant. Tu vois? Si ça devait, suivre un mouvement, j'ai plutôt l'impression qu'on risque de on risque la scission si demain, une fédération devait, prendre l'hégémonie sur notre discipline. Je ne le souhaite pas, hein. Moi, mon souhait, c'est qu'on garde un peu cette création de tu sais, on a l'impression d'être un peu au Big Bang. Les énergies, vont un peu dans tous les sens et puis, on crée pourvu que tout le monde garde cette connexion et après il y aura des choses qui vont arriver, disparaître et puis renaître. Voilà ma vision, moi, du travail de demain. On verra si c'est ce qui se produit, Mmh. à échéance de 2030 ou 2035. En tout cas, c'est ta vision. Merci de nous la partager. Aujourd'hui si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait, vivre du trail, puisque tu as ce retour depuis les années où tu es dedans, ou tout simplement, créer une activité, dans ce milieu, ou même en allant plus loin avec ton recul d'entrepreneur, quels seraient les conseils
que tu aimerais donner sur ce qui est important de faire et puis aussi, pourquoi pas, sur ce qui est à ne pas faire, les erreurs à pas reproduire? Hem, Dans ta question, il y en a 2 donc déjà un, je sais pas si je me sens légitime à donner un conseil, vraiment en toute sincérité. Heu, mais si, je dois faire un conseil un peu enfoncer une porte ouverte, c'est, je me sers toujours de mon histoire et moi j'ai jamais enfin, pour m'en sortir, j'ai toujours essayé de dire: «Bah, je lâche pas et je suis mon chemin et si je suis à peu près sûr que c'est mon chemin, ben, go et puis, si la porte est fermée, passe par la fenêtre, si la fenêtre est fermée, passe par la cheminée et essaye de par tous les moyens t'accrocher à ce qui te fait vibrer. Si demain, j'ai un jeune entrepreneur qui me dit: «Je veux me lancer dans le trail, je veux me lancer dans le coaching, je veux lancer ma propre marque de textile», ben, go, n'écoute pas ceux qui te disent que c'est impossible, fais-le, tu vas te tromper, c'est normal, c'est le métier d'entrepreneur, tu l'as dit, je suis pas un si jeune entrepreneur parce que j'ai fait plusieurs sociétés et donc j'ai l'expérience de j'attends pas que, n'attends de conseils de personne si ce n'est écoute ceux qui t'encouragent. Voilà, peut-être ça fait un peu philosophie de comptoir, mais entoure-toi que des gens qui vont te dire: «Go, trompe-toi» et c'est là où je me rapproche vraiment profondément de la philosophie nord-américaine, quand, moi j'ai été au Québec la première fois et qu'on m'a dit: «Seb, tu es le meilleur des coachs». Et donc du coup, il faut que tout le monde le sache. Tu sais, moi j'ai dit: «Mais non» et ben si, si et d'ailleurs, j'ai été à l'UTMB grâce à quelqu'un qu'on connaît toi et moi, qui s'appelle Ludo Collet, lors de notre fameux, week-end où tu me dois une bouteille de champagne. Heu, et il m'a dit: «Seb, c'est pas normal que tu sois pas à l'UTMB, tu es le meilleur des coachs qu'il existe et tu y es pas et tous les autres, ils y sont». Et venant de quelqu'un que j'aime profondément et qui m'a, selon lui, été objectif. Moi, je pense toujours pas que je suis le meilleur des coachs, pas du tout. Je sais même pas si je fais partie des bons coachs. Cependant, j'ai compris une chose, c'est que si tu es le meilleur, mais que personne ne le sait, bah, ça sert à rien. Donc j'encouragerais chacun à se dire: «Si tu as un projet, quel qu'il soit, fonce, fais-toi connaître». Attention non plus, ne tombe pas dans le côté de notre époque, c'est-à-dire des fois, on se fait connaître et puis on n'a rien à vendre, comme certains. Mais crois en toi, fonce et échoue, reproduis et c'est ça vraiment que j'ai retenu de l'Amérique du Nord. Ils disent chez eux, tu ne peux pas, un vrai entrepreneur, c'est celui qui a déjà fait faillite 6 fois et qui à la 7e, y arrive. En fait, en gros, fais faillite plusieurs fois et tu y arriveras. Donc voilà le petit conseil si jamais j'avais une légitimité à donner un conseil. Je pense que c'est un conseil bienveillant, mais qui, effectivement fonctionne quand des fois, on avance sans forcément se poser de questions. C'est souvent ce qui peut, marcher à moyen et long terme. Justement, toi, on a bien compris que tu as passé ta vie à courir, à foncer, à éviter les obstacles, à parfois éviter les balles perdues même sans doute. Si tu avais une anecdote, autre que celle d'avoir fui, ta banlieue parisienne, avoir, fermé des portes ouvert pardon, des portes qui te semblaient, fermées, ça serait laquelle? Une anecdote, terrain peut-être? Je sais pas si j'en ai une, c'est une question super difficile Fred et j'avoue je m'y suis pas enfin je me suis pas préparé à rien mais, hem, allez oui, c'est une rencontre. C'est une rencontre, celle qu'on a évoquée au tout début du podcast. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que sinon, voilà, mais c'est une rencontre et je crois vraiment profondément en la rencontre humaine. À partir du moment où tu enlèves un peu justement, si je peux faire un parallèle avec, le portrait que tu as dressé de moi tout au début de ta question, c'est justement peut-être ce qui a changé entre, le banlieusard qui l'a fait qui a court plus vite que les balles, comme on disait dans ma cité. Il a fallu à un moment donné, un peu, baisser, ton armure pour laisser, paraître le cœur qui était derrière tout ça et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait les bonnes rencontres, même si certains, de par, le fait qu'ils ne me connaissent pas, vont interpréter, ce que je suis sur les réseaux sociaux, ce que je peux paraître quand on a une discussion, tu sais, un peu futile. Et puis ceux qui me connaissent vraiment, qui m'ont vu, autour d'un verre et qui ont vu, qui se cachait derrière ça, bah, voilà, cette rencontre-là a été, une rencontre marquante humainement déjà, humainement et puis après, le professionnel, ça c'est anecdotique. Donc j'ai pas une anecdote si ce n'est, dire que faut croire, en qui on est
profondément. Mon anecdote, c'est la rencontre. Alors, je vais le dire, hein, c'est Pascal Balducci. Mmh. Mmh. Évidemment. Si on pour finir, 2-3 petites questions, ton spot de trail préféré aujourd'hui, c'est quoi? Putain, c'est les questions les plus dures de l'univers. Pod j'en ai fait des On podcasts, n'avait mais pas celles-là, elles sont préparé, hein, c'était pas non, le non, non, contexte pour. non, non. Alors, tu sais, je suis banlieusard, mais je suis installé autour de Valence depuis, maintenant 97, donc ça va faire bientôt 30 ans j'ai la chance de naviguer dans le monde entier et je fais le chauvin de l'espace en disant que la plus belle région du monde, c'est celle que j'habite. Donc, pour la dédicace, je dirais que mon spot de trail préféré, c'est La Chapelle et pour ceux qui connaissent le vin et en plus, ça va leur parler parce que c'est le meilleur vin du monde. Mais en vrai, si je dois dire une vérité, quel que soit le spot, de trail, c'est le spot que tu partages avec la ou les bonnes personnes. Voilà, c'est ça mon spot préféré. Merci, on va arriver au bout du podcast, sur, cet avant-dernier podcast de la saison, 2025. Juste une petite, blague, joke, est-ce qu'avec ta méthode, tu as réussi à mettre Ludo Collet au trail? C'est mon rêve, c'est mon rêve. J'arrête ma carrière le jour où j'arrive à le faire courir enfin, et avec beaucoup de bienveillance, surtout pour lui et pour sa santé. Ouais, j'aimerais. Tu disais tout à l'heure que tu avais 1000 idées à la minute. La prochaine idée qui te tient vraiment à cœur et que tu as envie de développer sur 2026, et j'ai bien noté, et tu sais qu'on le fera, je te dois une bouteille de rouge. D'ailleurs, je crois que c'est Ouais, bien une bonne bouteille de rouge, et ça, on la ouais, boira ensemble. Je te l'ai dit l'autre jour et je t'ai dit ouais, d'ailleurs où on la boirait ensemble. Mais exactement. ton idée, au-delà de celle-là, de boire un coup de rouge, c'est laquelle pour 2026? Alors comme je te l'ai dit, 26, mon idée, c'est quand même de stabiliser tout ce qu'on a lancé et peut-être pas, partir sur d'autres projets, mais il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur et donc du coup, je vais faire une dédicace au banlieusard que j'étais. C'est de, vraiment je tiens à ce côté, social du sport on a des projets, j'ai des projets en tête avec, certains organismes, en tout cas, d'aller, tu sais, tu fais partie, et avec Pascal, je l'ai accompagné sur les espoirs. Toi aussi, tu l'as accompagné sur les teams, Buff et maintenant, je sais que et bravo pour ce que tu fais pour les teams espoirs, chez Nike. Bah, moi, mon idée, c'est justement pas faire comme font les autres et d'aller chercher, en tout cas sortir les jeunes de banlieue parce que c'est un univers où les gens qui ne connaissent pas, c'est des super entrepreneurs, il y a une énergie folle et du coup, avoir ce lien social pour moi, ça c'est je tu sais, quand on me demande, c'est quoi ton projet de vie? Je l'ai dit en tout début, c'est d'aider les autres et je ne serai jamais satisfait. Même si demain, École de Trek grandit, que par un miracle, je ne sais pas, financièrement, ça devient un truc, une grande réussite. La réussite, elle ne pourra pas être totale si j'ai pas eu cette action d'aller aider par un moyen que ce soit. Alors voilà, l'excuse, ça sera détection de jeunes talents, mais au-delà de ça, ce serait certainement d'installer des écoles de trail dans les banlieues, d'avoir, de rendre de rendre à cette banlieue moi je suis super fier, hein. D'ailleurs, c'est tatoué sur mon bras, banlieusard, fort et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. C'est les mots d'un poète urbain qui s'appelle Kerry James qui me tient à cœur et on a une histoire commune lui et moi donc du coup ça fait partie des projets, certainement pas pour 2026, mais des projets qui me tiennent particulièrement à cœur. À nouveau des projets qui me feront pas gagner d'argent, mais qui sont bien au-delà de tout ça qui font que ça c'est absolument nécessaire qu'un jour, il y ait quelque chose comme ça qui se crée, dans les banlieues. Merci pour ce mot de la fin et qui reboucle quasiment à ce que tu as dit au début, qui était ton objectif, c'était de mettre tout le monde au sport et de faire bouger les gens. Donc, c'est vrai que si on arrive, et je te partage complètement cette opinion et cette envie de pouvoir demain peut-être aller chercher des jeunes talents. Et en tout cas, je suis sûr qu'ils existent en banlieue et qu'ils n'ont peut-être pas la chance que d'autres ont. Et j'aimerais bien aussi participer à cette envie d'aller chercher et leur donner cette chance d'être peut-être un jour champion ou même tout simplement de s'épanouir dans le sport. Merci Seb pour cet entretien et puis Merci à bah, toi Fred. bonne fin d'année, et puis on va suivre École de Trail, Trail Summit, et puis ce projet ambitieux pour les prochaines années. Merci. Merci Fred.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.